So, gentlemen. Yo. Sly is in Cannes. This is so great. Sly est à Cannes, Alright, c'est fantastique. The masterclass will be in English, so if you Donc don't la speak masterclass English, va there être en is some anglais. headsets. I hope Si you vous le all souhaitez, have vous them. pouvez La masterclass prendre sera en des anglais. écouteurs. Si vous ne parlez pas anglais ou si vous ne comprenez pas, il y a des écouteurs pour la traduction. J'espère que vous les avez tous. How are you, Monsieur Stallone? Comment allez-vous, Monsieur Stallone? Je trouve que c'est sensationnel cet accueil. Je suis très heureux d'être ici. Ça fait longtemps que je n'étais pas venu. J'adore l'énergie que vous dégagez. Je vous remercie de m'avoir donné la possibilité d'avoir une carrière aussi longue. C'est à nous de vous remercier de nous avoir offert une telle carrière. Il y a Rocky, Rambo et beaucoup d'autres choses encore. J'ai regardé tous vos films et j'ai essayé de déceler un thème qui sert de fil conducteur entre toute votre filmographie. Il y a un thème qui m'a frappé, c'est ce qu'on retrouve dans tous vos films, c'est la résilience. C'est vrai pour Rambo, pour Rocky, mais dans tous vos films, ce qui compte, c'est la résilience. Pourquoi? Êtes-vous une personne résiliente? Oui, je pense qu'il y a quelque chose qui concerne la nature de l'homme, de l'être humain, l'homme, la femme, et qui concerne la résilience. On rencontre tellement de difficultés depuis des milliers d'années, des civilisations ont été détruites, mais elles ressurgissent. Je suis très heureux d'avoir pu présenter ce thème qui consiste à réagir, à se battre, à ne pas accepter la défaite. Alors, si vous avez trouvé que c'est un thème qui sert de fil conducteur à tous mes films, c'est intéressant. Mais vous présentez vos histoires d'une façon très personnelle. Qu'y a-t-il de vous dans ces personnages résilients qui chutent et qui se relèvent? Personnellement, je ne me considère pas comme différent de quiconque. Je pense que nous tous, nous avons un fil conducteur. Nous comprenons tous ce que veulent dire la crainte, la peur, la solitude, l'échec, les victoires. Et si on peut raconter cette histoire-là, alors tout le monde va se sentir concerné. Mais si vous êtes au-dessus des autres, si vous êtes au-dessus de la peur, etc., ça n'intéressera personne. Ça veut dire que vous n'êtes plus humain. Être humain, ça veut dire trouver le juste équilibre entre toutes vos faiblesses et avancer comme cela. C'est ça la vie. Chaque jour, on pense qu'il y a une journée qui est merveilleuse et puis on passe un coup de fil et toute notre vie change. C'est très intéressant. C'est une bataille constante. Lorsque je réussis, je suis content. Bien sûr, j'ai échoué aussi, ça c'est certain. Mais quand ça marche, avec les Rambo, les Rocky, avec ces personnages que j'aime parce que Rambo traite de l'aspect sombre de la nature humaine que l'on connaît, que beaucoup de gens connaissent. Et Rocky, c'est différent, c'est l'optimiste. Il a conscience qu'il n'est pas quelqu'un de particulier, mais il essaie de l'être. Donc, il y a l'optimisme d'un côté, le pessimisme de l'autre. Parlons du début de votre carrière. Avant Rocky, les choses n'ont pas été faciles pour vous. Vous avez eu beaucoup de problèmes pour y arriver. Avez-vous eu des doutes lorsque vous étiez jeune? Avez-vous pensé que vous n'alliez pas réussir en tant qu'acteur? Non, je ne pensais pas. Je croyais être optimiste, mais je me suis rendu compte que j'ai des problèmes physiques. Ça a été difficile pour moi de parler, parfois, parce que j'ai eu un accident au moment de ma naissance. Donc, j'ai eu un problème à la bouche. Et donc, ça me fait parler avec une voix très, très grave. Donc, lorsque j'essayais de trouver du travail dans des publicités, les réalisateurs de ces publicités me disaient « Mais qu'est-ce que vous dites? Vous parlez quelle langue? On ne comprend rien. » Je savais que je ne parlais pas très bien, mais Arnold Schwarzenegger m'a dit « Mais t'as un accent en anglais. » Moi, j'ai un accent.
Arnold et moi, nous devrions ouvrir une école pour donner des cours de diction. Ce serait parfait. Donc, Rocky, il y a beaucoup de légendes, d'histoires sur la saga Rocky, sur le succès du premier film, mais on a tendance à oublier à quel point le premier de la série était un film d'époque qui a marqué son époque. Avec les films d'auteurs des années 70 aux États-Unis, on cite beaucoup de films, mais ce n'est pas juste qu'on ne cite pas suffisamment Rocky. Est-ce que Rocky est un produit de son époque en termes de cinéma et sur le plan social aussi? Rocky, c'est un phénomène des temps modernes. Sur le papier, c'était un échec garanti. Un acteur inconnu, un sujet qui n'est pas très populaire au cinéma. On a fait à peu près 300 films de ce genre et il y en a 299 qui n'ont pas marché. Mais vous avez raison, quelque chose a eu lieu. Le film a été fait en 25 jours, c'était très rapide, il a coûté moins d'1 million de dollars. Mais ce film a été puisé dans l'idée qu'il y a là un homme seul, solitaire, jusqu'à ce qu'il rencontre une femme. Et là, il renaît. Il renaît. Et ce n'est pas un film banal. Ce n'est pas un film forcément grand public pour gagner de l'argent. Ça aurait pu être un boulanger, cet homme-là. Ça pourrait être un réparateur de bicyclettes. Mais la vie, en fait, ça peut être un rêve, mais c'est aussi une lutte. Il y a tellement de films qui ont été faits sur la boxe. Eh bien, à l'époque, aux États-Unis, on était en 1976. C'était le deuxième siècle des États-Unis, le bicentenaire. Et donc, c'était très politisé à l'époque. Tout le monde parlait de politique, les chauffeurs de taxi, etc. Et moi, j'étais très naïf et j'ai fait Rocky, film optimiste. Et à l'époque, les gens étaient prêts pour le changement. Donc j'ai eu de la chance. C'était un film plutôt bien, si je peux dire. Le casting était incroyable. Il y avait des acteurs fantastiques. Quels sont vos souvenirs du tournage, du premier Rocky? Quels souvenirs gardez-vous du tournage? C'était un petit peu comme du bricolage. Je ne savais pas ce que je faisais. Je croyais le savoir. J'expérimentais ici ou là, comme pour la boxe. Moi, je ne suis pas boxeur, il a fallu que j'apprenne. Tout le monde dans le film travaillait gratuitement, ou presque. Il n'y avait même pas de pièces pour se changer. On changeait nos vêtements à l'arrière d'une voiture. C'était un projet comme cela. Et le souvenir que j'en ai, c'est que quelque chose d'extraordinaire a pu sortir de rien. On ne sait jamais, on ne savait pas ce qui allait se passer à l'époque. On avait un caméraman qui n'avait jamais tourné dans un film avant. Tout était voué à l'échec. Tout devait être raté dans ce film, tout. Et c'est pour ça que je disais aux gens, on ne sait jamais où l'art peut aller, peut nous mener, où le succès peut nous mener, parce que ce film-là était garanti, était voué à l'échec, à 100%, aucune chance de réussite. Et on nous a dit, bon, on va même pas le sortir, ce film. Il a fallu se battre et se battre. Peut-être qu'on va le metre dans un cinéma de drive-in, où on va voir les films en voiture. Et ils ne voulaient pas que je sois dans ce film. Ils voulaient tout le monde, sauf moi. Ils voulaient Burt Reynolds, Jimmy Caan, Robert Redford.
Ils auraient pris un kangourou à ma place. N'importe qui aurait fait l'affaire. Et ils étaient fâchés à la production. Ils me disaient, mais c'est qui ce Sylvester Stallone? Il a été dans un film intitulé The Lord of Flatbush. Et puis un jour, bon, ils ont dit d'accord, on va le prendre. Alors ils se sont dit, mais qui c'est le beau gars là avec les yeux bleus, blonds? Et ce film, The Lords of Flatbush, c'était les mains dans les poches. Et donc, ils m'ont pris vraiment par hasard, par accident. Question suivante. Ah, vous avez gardé les 2 tortues du film. Oui, effectivement, elles sont toujours en vie. Oui, elles sont des tortues qui ont 45 ans, même peut-être même 55 ans aujourd'hui, 55 ans. Elles ont des noms. Il faudrait que je fasse un autre Rocky et que je les mette dans le film. On aurait 3 tortues. Ce sont mes seuls amis. Tout le monde est mort sauf les tortues. Ce sont mes seuls amis. J'ai été à Philadelphie pour la première fois. Bien sûr, je suis allé voir les marches Rocky, les Rocky Steps. Il y avait là des centaines de personnes qui étaient là. Il y en avait d'autres qui voulaient se prendre en photo, faire un selfie à côté de la statue. Comment expliquez-vous la popularité de Rocky 40 ans après le film? C'est un phénomène. C'est très psychologique. Et je n'y suis pour rien. C'est pas grâce à moi. La première fois qu'on a monté ces marches, ça a été un échec à cause de la faiblesse. Et puis ensuite, il a réussi à monter jusque dans le haut. Et beaucoup de gens ont pensé que s'ils arrivent jusqu'en haut, ils auront réussi quelque chose. J'ai vu des femmes enceintes, j'ai vu des gens qui étaient portés dans leur chaise roulante par d'autres. C'est un symbole. Il faut arriver en haut pour se dire « j'y suis arrivé ». Et je pense que ça, c'est tout le pouvoir du cinéma. C'est fantastique. La seule raison pour laquelle j'ai utilisé ces marches, c'est qu'on n'avait pas d'argent. Et je me suis dit, il faut que Rocky fasse quelque chose. Et la première fois, je me suis dit, ah, là, il y a des marches. Et pourquoi est-ce que Rocky ne monterait pas jusqu'en haut? Et je me suis dit, bon, il y en a quand même beaucoup. Ça fait haut. Et Rocky essaie de monter. Il échoue. La deuxième tentative, je veux montrer que Rocky est un costaud, donc il prend son chien. Le chien pèse du genre 75 kilos. Et je me suis dit, c'est raté ça aussi. Allez, j'ai enlevé le chien de la scène. C'est comme ça que ça s'est passé. Lorsque Rocky a reçu l'Oscar du meilleur film, vous êtes allé sur scène et vous vous êtes dit « Je vous aime au nom de tous les Rocky du monde ». C'était en 1976. Pensez-vous qu'il y a encore beaucoup de Rocky dans le monde d'aujourd'hui et quel serait votre message à leur égard? Les Rocky, et les Rockets et les Roxanne, la population continue à augmenter, la vie devient de plus en plus difficile et complexe. J'aime tous les Rocky du monde, mais la lutte devient plus compliquée qu'avant. C'est un défi plus grand. À un certain moment, moi, j'étais personne. J'étais un rien du tout. L'année avant Rocky, je travaillais dans un parking. Je garais des voitures. Et c'est extraordinaire de voir avec quelle rapidité votre vie peut changer.
J'avais une centaine d'idées, de mauvaises idées, et j'en ai eu une bonne. Il suffit d'une bonne idée, et les échecs vous rendent plus intelligent. Les échecs vous rendent plus intelligent. Parfois, le succès vous rend plus stupide, parce que vous pensez que vous n'avez plus rien à apprendre. Les échecs, ça vous rend plus intelligent. On se rend compte maintenant, je vais faire comme ci, comme ça, j'ai appris ceci, cela. Ma fille voulait être écrivain. Et je lui ai dit non, 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 ne sois pas écrivain. Écrire, c'est une horreur. Écrire, c'est tellement difficile. Bien sûr, on peut avoir du succès avec ça, quand ça marche. Mais c'est se taper sur les doigts. Vous êtes là face à votre feuille de papier, c'est un défi. On ne parle pas de taper à une machine ou à l'ordinateur, on parle d'écrire. C'est difficile, c'est précis, c'est un effort qui demande d'écrire, ensuite de réécrire et de réécrire sans cesse. Et au bout d'un moment, on se dit, ça y est, j'ai réussi, j'ai trouvé. Et puis le lendemain, vous avez quelqu'un qui vous dit, mais qui est l'imbécile qui a écrit ça? C'est horrible. Et donc, je vous recommanderais de ne pas être écrivain, sauf si vous avez l'âme pour ça. Moi, j'écris, j'ai une écriture assez grande et à la fin de la journée, quand j'écris, eh bien, j'ai du mal à écrire, c'est dur pour la main. Et j'ai écrit des centaines de cahiers. Pour chaque œuvre, œuvre que tu vas écrire, pour chaque mot que tu vas écrire, tu vas peut-être en écrire 500. Non, ne fais pas ce boulot. Un mot écrit, c'est une chose excellente, importante, mais bien sûr, réaliser cela, faire un film, c'est un style de vie. Réaliser, c'est une réalité, tout le reste est irréel. On rentre chez soi, on se dit, mais je suis où là? Dans notre esprit, on n'est plus là. Quand ça marche, c'est fantastique. Et quand ça marche pas, bon, ben, on l'accepte. Les différents Rocky, avez-vous, dès le début, eu l'intention d'en faire plusieurs? Et est-ce que vous vous êtes dit dès le début que vous aimeriez approfondir un peu plus ce personnage? J'ai été parfois critiqué par le fait qu'il y avait des suites. On regarde le seul fichu show pendant 10 ans et on l'aime encore, par rapport à faire un film qu'une seule fois. C'est vrai, certains films n'ont qu'une version, mais il y a des personnages qu'on voit au début de leur vie d'adulte, et c'est un challenger, il perd, c'est un raté, et puis le voilà qui revient, il a des problèmes, et puis la peur s'en mêle, puis il se marie, etc. Donc, quand j'ai écrit Rocky, c'est un peu présomptueux de ma part de le dire, je l'ai écrit comme une série en 3 parties. À l'époque, je n'avais pas de travail, et je suis arrivé voir des gens, j'ai dit, voilà vos 3 prochains films. Même chose avec Rambo. Personne ne voulait de Rambo. J'étais le dernier choix. Tout le monde trouvait des excuses pour ne pas prendre Rambo. Le personnage était une sorte de sauvage. Il tuait tout le monde, hommes, femmes, enfants. C'était une sorte de monstre. Et si ce n'était pas un monstre, si c'était un homme qui a le cœur brisé, qui revient en Amérique et qui est rejeté, un petit peu comme James Dean par exemple. Et ça, c'est une bonne histoire. Mais à part ça, l'histoire était négative, plutôt mauvaise. Lorsque ce genre de situation se présente, eh bien, on a là un personnage qui doit continuer à aller de l'avant. Il y a des gens qui n'ont pas aimé, ce personnage ferait mieux de mourir. Chaque fois que j'ai écrit des versions de Rocky, il meurt, à chaque fois. Mais j'ai changé l'histoire. Logiquement,
Rambo aurait dû mourir dès le deuxième film. Mais non, essayons d'aller encore un peu loin. Logiquement, il devrait mourir. Mais si on laisse la logique de côté, où peut-il aller? Et ça donne une histoire de plus. Je ne crois pas à la réalité. On peut toujours modifier les choses, on peut toujours twister la réalité, on peut créer sa propre réalité. Et c'est cela qui est bien. C'est votre travail, après tout. Le premier Rocky, succès. Ensuite, ces films sont plutôt intelligents. Il y a, par exemple, Les Faucons de la nuit. Il y a, vous avez travaillé avec John Huston. À nous la victoire. Alors, vos choix. Et comment avez-vous décidé de vos choix? Et comment avez-vous fait face à votre succès à l'époque? Oui, après Rocky, après le succès. J'ai tout de suite su que j'étais assez limité comme acteur pour des raisons physiques. Dans les écoles d'acteurs, on vous enseigne à être versatile, mais c'est de la théorie. En réalité, il y a des choses qu'on fait bien. Quelqu'un d'autre peut faire quelque chose d'autre, mais il ne fera pas ce que moi je peux faire. C'est ce qui fait que c'est très intéressant. Dustin Hoffman, s'il jouait Rambo et moi Tootsie, je ne sais pas si ça marcherait. J'ai envie de voir ça. Non, non, vous n'avez pas envie de voir ça. Donc je me suis dit que j'allais mettre l'accent sur quelque chose qui me plaît. J'aime la mythologie. Et aujourd'hui, je constate que, en fait, ça consiste à s'opposer au système. J'essaie de ne pas trop sortir de ce que je sais faire, parce que ces autres choses, d'autres acteurs peuvent le faire mieux que moi. À chaque fois que je me suis éloigné de mon style, eh bien, ça n'a pas été terrible. Je me suis demandé ce que je faisais. Qui m'a convaincu à accepter? Il vaut mieux revenir à ce que l'on sait faire. Au milieu de tout cela, il y a la réalisation. Il y a Rocky 2, Rocky 3, La Taverne de l'Enfer. Alors, question. Qu'est-ce qui vous a poussé à vouloir réaliser? La vérité, c'est que j'aime bien voir les choses avec un certain recul. Par exemple, je vois ce qu'il y a sur la table ici, les bouteilles. Je me dis, tiens, j'aimerais bien peindre cela, et si je mettais telle bouteille à tel endroit, etc. Rocky a réussi. Meilleur film, Oscar, meilleur réalisateur. J'ai écrit Rocky 2 et le réalisateur l'a détesté, ce projet. Ça ne marchera jamais, c'est terrible. On voudrait que Rocky devienne corrompu. Non, moi, j'étais pas d'accord. C'était pas la voie que Rocky devait suivre. Donc, je n'ai pas envie de faire ce film. Et le réalisateur a laissé tomber. Et je me suis dit, bah, pourquoi je ne le ferais pas moi-même, la réalisation? Ça a été le début, parce que j'ai fait un film intitulé La Taverne de l'Enfer, et tout le monde n'aimait pas ce film. Moi, j'ai adoré. Il y a des gens qui trouvaient que c'était plutôt bizarre. Et quoi qu'il en soit, ça faisait on a fait Rocky 2. Rocky avait eu les Oscars. Et on m'a dit, mais pourquoi est-ce que c'est lui qui veut réaliser le film? Pourquoi c'est pas l'autre réalisateur, celui qui a eu les Oscars? Et puis, je me suis lancé dans La Taverne de l'Enfer. Je vais en salle voir la projection. Il y avait 4 personnes à Philadelphie, 4 personnes. Et je me dis, oh là là, on est mal parti. Là, tu dois apprendre quelque chose. C'est un désastre.
tu dois the sequel to an Oscar-winning movie. retourner à la réalisation sans pression et faire Rocky 2. Et là, ça m'a poussé à travailler un peu plus. Et c'est le genre de pression auquel il faut faire face. Moi, j'adore la réalisation. J'ai peut-être trop réalisé, je me suis épuisé. On a réalisé le dernier Rocky Balboa, puis il y a eu Rambo, ça a été difficile, et ensuite Expendables. Donc, il y a eu beaucoup à faire et je n'avais jamais le temps de rentrer chez moi, de passer du temps chez moi. Il a fallu du temps après pour récupérer. Mais maintenant, je serai prêt à repartir. Et votre inspiration en tant que réalisateur, acteur, qu'est-ce qui vous a inspiré? Qu'est-ce qui m'a inspiré en général? Oui, en général. Il n'y a pas de manque d'inspiration autour de nous. Il suffit d'être là, d'écouter une conversation, des gens qui parlent comme ça, à droite à gauche. Tout le monde a des problèmes. Il y a toujours des questions qui se posent partout. Et cela, ça peut donner lieu à des histoires. C'est un phénomène qui ne s'arrête jamais. On peut regarder le journal, et rien qu'en lisant le journal, chaque jour, on peut en tirer 4 idées de films, et ce, chaque jour. Il n'y a pas d'excuse à manquer d'inspiration. Par exemple, je n'arrive pas à trouver de nouvelles idées. Eh bien si, on peut trouver. Il y a des nouvelles idées partout autour de nous. C'est le drame humain et c'est inépuisable. Y a-t-il des acteurs que vous prenez en exemple? Acteurs d'aujourd'hui, acteurs du passé? Moi, si je pense à des acteurs, hommes, le premier acteur qui a vraiment attiré mon attention, c'est Kirk Douglas. Et celui qui m'a vraiment plu, c'est un des pires acteurs au monde, mais qui a un corps extraordinaire, c'est l'acteur qui a joué Hercule. Et en voyant cet Hercule, je me suis dit, oh là, ça c'est quelqu'un, ça c'est mon avenir. J'avais peut-être 12 ans et demi, et à partir de ce moment-là, je me suis dit, je vais suivre cette voie, et j'ai commencé à travailler beaucoup pour que mon corps se développe, et ce, parce que j'avais vu un seul film. Des acteurs français que vous aimez? Jean-Paul Belmondo vous admire beaucoup. Et il m'a demandé de vous donner cela, qu'il a signé pour vous. Yo, Paul! He really signed it for you. Oh, he's a really big fan. He did. I wanted to do the remake of Borsalino like 100 times. Moi, j'aimerais faire un remake de Borsalino. Je ne l'ai jamais fait. Oui, vraiment? Vous pouvez nous en parler? Alain Delon, à l'époque, il n'a pas été facile de se mettre d'accord. Il y avait avec Kurt Russell, par exemple. Enfin, ça, c'était il y a longtemps, il y a peut-être 20 ans. Mais j'adore Borsalino, j'adore la musique. Je l'écoute souvent. La réalisation. J'ai vu les films que vous avez réalisés et votre style de réalisateur devient de plus en plus précis. Vos personnages sont de mieux en mieux définis. Alors pour ce qui est des scènes de boxe, il y a peut-être des gens qui vont hurler dans la salle, mais pour moi, il y a 2 façons de réaliser des scènes de boxe. Il y a Raging Bull et il y a Rocky 4. Quelle a été votre approche de ces scènes? Je ne parle pas sur le plan technique, mais sur le plan philosophique. Raging Bull et Rocky, ce sont 2 univers différents. Raging Bull est une biographie fantastique.
sur l'homme. Rocky IV was going to be about this battle. Rocky IV And I parle said, d'une this has gotta be something. bataille. I have to find a superhuman Il faut being as trouver an un opponent. super être humain comme opposant, quelqu'un qui a une telle stature qu'il puisse réussir. Je pensais au départ trouver quelques acteurs à la stature de géants. Et puis, il y a Dolph Lundgren qui est venu et je l'ai tout de suite détesté. Je me suis dit, mais pourquoi je le déteste autant? En réalité, c'est parce qu'il est parfait. Il est parfait. Et j'imaginais qu'en tant qu'athlète, ils allaient pouvoir trouver quelqu'un de parfait, indestructible, des épaules, des bras, etc., de géant. Enfin, il y avait tout ce qu'il fallait. Et Rocky, lui, il est plein de défauts. Il est petit, il est moins costaud, etc. Donc, il fallait créer ce match, cette lutte. Et il a fallu des mois et des mois et des mois de répétition. Parce que ce match que vous avez vu, il a été tourné en 2 mois. Et il a fallu beaucoup de répétitions. Et quand je vois ce film, je me dis, mais j'étais complètement dingue. C'était brutal. Moi, j'ai passé 4 jours à l'hôpital. Il m'a vraiment tapé dessus. Il m'a donné un coup de poing au cœur. Les médecins ont pensé que j'avais été dans un accident de voiture. Et je lui ai dit, vas-y, fonce, je veux quelque chose de réel, vas-y, essaie de me mettre KO. Je sais ce que tu vas faire, mais vas-y, déchaîne-toi. Et ça a été vraiment une chose idiote de ma part à dire. Et ensuite, je me trouvais dans un avion à basse altitude vers un hôpital pour que je sois mis pendant 4 jours et demi dans une unité de soins intensifs. Et je ne pouvais même pas passer de coup de fil. Non, c'est comme ça que ça s'est passé, je ne vous raconte pas d'histoire. Alors bien sûr, l'ego de Dolph Lundgren a gonflé beaucoup et c'était pas de la blague. On s'est vraiment tapé dessus. Et d'abord, les gants de boxe, on les utilise plus maintenant parce que c'est devenu illégal. Et puis, en fait, ces poings ne sont pas si forts que ça, mais avec les gants, ça faisait mal. Donc, je me suis dit que j'allais jamais recommencer. Et dans Rocky IV, les gens se disent c'est du montage. Ça devait être du montage au départ. Moi, je voulais faire un film avec du montage. On sait ce que sont ces personnages. On n'a pas à expliquer qui est Rocky. On en est au 4e Rocky. Mais néanmoins, je voulais montrer le cheminement du personnage, les histoires d'argent, de richesse, les peurs, etc., qui est Dolph Lundgren, etc. Donc, par les critiques, j'ai été démoli, mais financièrement, ça a été l'épisode le plus couronné de succès. J'adore tout, sauf ce robot vraiment stupide. Je ne sais pas d'où est venue l'idée. Je me suis dit, pourquoi avoir un aspirateur qui parle? C'est facile de m'impressionner. J'étais dans une pizzerie et il y avait ce robot qui disait « Bah, achetez de la pizza, achetez de la pizza, achetez de la pizza ». Et je me dis « Bah, c'est pas mal ça ». Et puis, je me rendais pas compte qu'il y avait quelqu'un dans une salle à côté qui disait « Achetez de la pizza, achetez de la pizza ». Je me suis dit « Bah, je vais mettre cette idée dans mon film ». C'est la vraie vérité. J'avais ce robot complètement crétin dans le film et il ne faudrait plus en parler. On n'en parle plus d'ailleurs dans le film, il disparaît. Je me suis fait avoir.
Donc les grands noms à Hollywood deviennent une légende quand ils jouent un personnage emblématique. Vous, 6 ans après Rocky, en 2000, quand les gens découvrent Rambo, First Blood, au tout début, ça a frappé le peuple américain. Et ça, c'est une litote. Je ne sais pas quelles étaient vos idées politiques à l'époque, mais tout le monde adorait Rambo. Tout le monde adorait ce personnage. C'était l'époque de Vietnam. Il y avait une grosse controverse aux États-Unis. Que fallait-il faire avec les vétérans qui rentraient au pays? En fait, c'était beaucoup plus d'un héros. En fait, pour être franc, je suis presque athée sur le plan politique. Je n'avais même pas voté auparavant. Donc, ça n'avait rien à voir avec la politique. Je me suis dit, c'est un magnifique récit. C'est une histoire très intéressante sur l'aliénation. Et puis, j'ai commencé à faire un peu de recherche et mener mon enquête. Et puis, je me suis dit, il y a ces vétérans de la guerre qui rentrent. Ils ont vraiment subi des dégâts psychologiques énormes. Il y en avait qui se suicidaient. Dans le livre original, Rambo est dans un tel état qu'il est devenu un vrai sauvage. C'est une machine à tuer. Il est devenu une sorte de Frankenstein. Et je me suis dit, c'est pas ça le message que je veux donner. Si je fais ce film, il faut que je me sente responsable de milliers d'hommes qui sont prêts à se suicider. Il y avait 25 000 suicides parmi les vétérans par mois à l'époque. Donc, je me suis dit, je vais changer l'image, je vais changer le personnage un petit peu. Donc, tout à la fin, il exprime sa solitude, ses problèmes, et le public peut s'identifier au personnage enfin. Mais à aucun moment, ce n'était censé être une déclaration politique. En fait, il est devenu un personnage emblématique, mais je ne me suis jamais dit que dans un film, je voulais en fait faire une déclaration sur telle ou telle situation ou sur tel ou tel groupe versus un autre. Je ne suis pas un homme politique, je n'ai jamais été, ce n'est pas quelque chose que je souhaite devenir. Moi, je sais simplement raconter des histoires, des récits. Rambo, regardez, Reagan, il a dit, j'ai vu Rambo et il est républicain. Franchement, c'est la vraie vérité. Donc peut-être qu'il s'est transformé en républicain, je ne sais pas. Dans chaque film Rambo, il ne rentre jamais à la maison. Il va en Afghanistan, il va par-ci, il va par-là. Mais à un moment donné, il rentre à la maison. Mais dans un sens, il n'y arrive jamais, si vous voyez ce que je veux dire. Il est là sans l'être. Et en fait, tout le récit tourne autour de cette idée. Il se rend compte, dès qu'il franchit la porte, il se rend compte qu'il ne maîtrise plus la situation. C'est le monde qui maîtrise les gens. Vous avez raison sur le plan politique. Mais quand on a vu les Rocky dans les années 80 et les Rambo depuis l'Europe, il représentait l'Amérique de l'époque, vue de l'étranger. Comment est-ce que vous avez géré cette image à l'étranger? En fait, c'était quelque chose d'assez controversé. Je n'ai jamais rien pris de façon trop personnelle. Les gens disaient, Rocky, il est vraiment très à droite. Rocky, c'est juste un homme simple qui a grandi avec cette mentalité parmi des gens comme ça. C'était comme ça à l'époque, d'ailleurs. Les gens, ils étaient très patriotiques. Lui, il a grandi à cette époque-là. Donc, il était comme ça, sans comprendre. Ce n'est pas un animal politique. Il s'entoure d'un drapeau, il pense qu'il fait bien. Il en est ravi, mais il ne le fait pas du tout pour se montrer. C'est un peu comme les athlètes ou les boxeurs. Quand un boxeur gagne, il montre le drapeau du pays.
en disant, voilà, nous sommes mieux que vous. C'était comme ça à l'époque. C'est ce qu'on leur avait appris à faire pendant des années et des années. Donc, en fait, pour moi, ce n'était pas donc une sorte de confrontation d'idées politiques. Parlons de votre corps. Quoi? Ben, ce qu'il en reste. Pour le troisième Rocky et le deuxième Rambo, vous avez travaillé votre corps. Vous êtes peintre, vous êtes artiste. Est-ce que vous avez le sentiment que vous faisiez de la muscu? En fait, à un moment donné, vous aviez 2,8% de graisse seulement. Est-ce que vous avez travaillé votre corps un petit peu comme un artiste travaille une sculpture? Oui, absolument. J'avais le sentiment que si on commence à transformer son corps, et ça je l'ai trouvé, en fait, quand on commence à changer son corps, on finit par réagir différemment. Ça change votre personnalité. À un moment donné, on se sent en hyper bonne forme et on a envie presque de se promener tout nu pour montrer son beau corps. On devient très narcissique. Où on se dit, voilà, je vais porter un poncho aujourd'hui. C'est un petit peu comme ça comme j'ai abordé ce travail. C'était un peu vain, un peu vaniteux, mais c'était une façon de se préparer pour le rôle. Quand on commence à transformer son corps, dans Copland par exemple, vous voulez changer votre vie, il suffit de bloquer une oreille avec un peu de silicone. Je n'entendais plus rien de l'oreille gauche. Ça change sa vie. Ça change la vie de quelqu'un. On se sent très isolé. On se penche vers l'avant pour entendre ce que disent les gens. On est toujours mal à l'aise. Il faut lire les lèvres. Donc ça a changé, ça a transformé mon jeu d'acteur. J'étais constamment en train de me tourner. Vous voyez, ce genre de choses. Donc, c'est ce que j'ai fait chaque fois. Pour le dernier Rambo, normalement, je pèse 180 livres et je pesais peut-être 250. Je me suis dit que Rambo était devenu une véritable bête. Il n'était plus homme, il était devenu bête. Animal sauvage. Il était comme une chose qui vivait. Et quand il voit la fille, il retrouve une certaine humanité. Mais sinon, il est devenu comme une bête sauvage. Quand il dit « fuck the world », il s'en fiche, il s'en fout. Il travaille avec des serpents, des choses très dangereuses qui font peur. Franchement. J'avais vraiment pris trop de poids. J'étais devenu énorme. Mais c'est vrai, ça c'était autre chose encore. Il fallait justement que je change le personnage. Dans une interview, vous avez dit qu'entre 85 et 95, vous étiez en état de cruise control. Qu'est-ce que vous entendiez par là exactement? Il y avait Demolition Man, par exemple, et plein de choses. Et je me suis dit, comment il fait? Mais vous n'avez pas beaucoup écrit, vous n'avez plus écrit du tout. On avait l'impression que vous hésitiez à prendre des risques à ce moment-là. Est-ce que vous savez maintenant pourquoi ça s'est produit? Je ne sais pas. En tant qu'acteur, je me suis mise en autopilote. Et je ne veux rendre personne coupable, pointer le doigt à quiconque. Mais en fait, à l'époque, j'étais plutôt... il fallait que je réserve ce qu'on appelle des slots très à l'avance pour réserver telle ou telle date. C'était bien. Les gens disaient, voilà, vous allez travailler de mars au mois de juin, et c'était le slot. Et puis, finalement, qu'est-ce qu'on découvre? On découvre que pendant 8 ans à venir, on est déjà booké. On n'a plus de temps pour soi.
Et il y a plein de n'importe quoi dans les années 80-90. Il y a plein de junk, de choses sans valeur. C'était comme ça, le business à l'époque, l'industrie. On était réservé très très longtemps à l'avance. Et la star, c'est lui qui dictait la situation. Tout ce qui comptait, c'était le film. Si le film était bon, c'était parfait. Les gens se fichaient pas mal. À l'époque des acteurs, ils voulaient simplement que le film marche. Et il suffisait de mettre une star dans le film et le film allait être un succès. Ce n'est plus tellement le cas maintenant. Il faut que le film soit bon. Mais à l'époque, là, il fallait juste remplir les slots, remplir les intervalles de temps, booker les gens. Maintenant, les choses ont bien évolué. Oui, j'ai beaucoup de regrets par rapport au passé. Parfois, il y a des films que je regarde. Vous pouvez juste arrêter. Moi, je suis obligée de regarder jusqu'au bout. Ma fille me dit, mais pourquoi tu as joué dans des films tellement horribles, tellement minables? Et je dis, mais toi, tu es juste ado, tu es trop jeune. Ferme-la. Vous en avez déjà parlé, mais après, il y a eu Copland. Vu de notre côté, on avait l'impression que c'était le sommet de votre vie artistique. C'était James Mangold. Il était un réalisateur incroyable. Et je me suis dit, OK, je suis allé le plus loin possible dans ces films avec beaucoup d'action physique. Je vais essayer de passer à autre chose. Je vais manger le plus de crêpes et de croissants possible et de pain perdu et, bon, peu importe mon corps. Je vais essayer de travailler avec mes yeux, avec le langage corporel. C'était bizarre, car mon personnage, c'est le plus faible dans le film. Donc, il y avait De Niro, Keitel, ils m'engueulaient, en fait. Ils me disaient, mais qu'est-ce que tu fais? Ces gens-là, ils n'ont pas pu survivre, même jusqu'à la deuxième scène. Et il y avait une sorte de stigmatisme. Et on pensait que les gens d'action n'arrivaient pas vraiment à être de bons acteurs. Et finalement, j'ai prouvé le contraire. Je me suis dit, je veux avancer dans ma carrière. Je veux évoluer. J'ai appris à boxer. Je n'étais pas boxeur. C'est juste un jeu d'acteur. Je me suis dit, bon, maintenant, j'ai envie de m'amuser. Je suis allée jusqu'au bout avec ces films d'action très physiques. Je vais travailler avec James Mangold et puis je vais faire vraiment autre chose. J'étais avec plein d'acteurs, d'actrices formidables. Pour moi, c'était vraiment un défi, c'était un challenge. C'était comme une sorte de concours. Je voulais me tester. Je voulais voir si j'allais y arriver. Je voulais voir, me mesurer par rapport à ces autres acteurs. Est-ce que j'étais leur égal? Je me suis dit, je mets de côté l'action, je vais voir si je peux jouer toutes ces émotions à l'écran. Et c'était un très beau film. Je l'ai beaucoup aimé. Je me suis régalée. Nous aussi. Après Copland, vous avez fait plein d'autres choses. Peut-être plus commercial. Vous avez fait Rocky Balboa. Je me rappelle de la réaction du public à l'époque. C'était bien plus rempli d'émotions que les autres films. Les gens vraiment pouvaient s'identifier au personnage principal. Vers la fin, il y a tous ces gens qui montent ces marches. Est-ce que vous avez joué un peu avec le public? Est-ce que vous vouliez rendre hommage à ces gens? Oui, en quelque sorte. Avec Rocky V, on a repris le réalisateur d'origine et la magie n'y était plus. C'était probablement de ma faute, entre autres. Et le combat a eu lieu à l'extérieur de l'arène. Et bon, ça a foiré, ça n'a pas bien marché. Les gens n'ont pas vraiment aimé le film. J'étais très déprimée. Ma carrière, en même temps, s'effritait.
Personne ne m'appelait, l'agence ne voulait plus de moi, le gérant, pareil. Et je me suis dit, bon, si je pouvais réparer la situation, eh bien, j'aimerais avant tout réparer Rocky. Et puis, je voudrais juste prendre ma retraite. Donc, je me suis rendu sur place, voir les gens. Ils m'ont dit, non, toi, c'est fini, le personnage aussi. Ça fait 16 ans. Ça fait 16 ans que ça s'est passé. Si je venais vous voir en disant j'ai 59 ans, je veux jouer un personnage de boxeur, le dernier film qu'on a fait a été un véritable désastre. Et il y a toute une nouvelle génération d'acteurs. Les gens vont même pas savoir de quoi vous parlez, donc c'est juste impossible. Mais bon, j'ai insisté de nouveau et finalement j'ai trouvé Joe Roth, j'ai trouvé ce type. Et miracle, j'ai réussi à faire ce film pour rien du tout. Personne ne voulait jouer dans ce film, tout le monde se moquait de moi, bon, je comprends pourquoi. Mais je me suis dit, ça tourne pas autour de la boxe, mais autour du chagrin. Je pense que nos vies sont une question de mathématiques. Jusqu'à l'âge de 40 ans, 45 ans, tout va bien, tout est magnifique, la carrière bat son plat. On est magnifique, les enfants marchent bien à l'école. Et puis, dans la deuxième partie de sa vie, les enfants quittent la maison, il y a une fuite d'eau à la maison, on perd ceci ou cela, les amis meurent, on se dit, mais mince. Donc, c'est une question de soustraction, pas d'addition. Et comment gérer cette soustraction? C'est ça qui est difficile. Et je me suis dit, ça, c'est l'étoffe d'un film. Et Rocky, il va parler de la perte. Il va justement sortir et parler de ce non-dit. Donc, il remplace une ancienne douleur par une nouvelle. Ça paraît simpliste, mais il a besoin de se racheter. Et on m'a répondu, mais personne ne veut voir ce genre de truc. Et j'ai dit, mais oui, mais si, c'est vraiment le cas. Et en fait, c'est le point d'orgue de ma vie, parce que c'était tellement difficile. Ça a été plus difficile à réaliser que Rocky 1. Une différence énorme. Et franchement, le résultat est magnifique. À la fin, je voulais que tout le monde monte ces marches. Je voulais que tout le monde sente qu'ils avaient réussi quelque chose. Il y avait tellement de personnages, tellement de personnes différentes. Et à ce moment-là, j'étais très tentée de prendre ma retraite, de ne plus rien faire. Et puis, des gens m'ont dit, bon, tu veux faire encore Rambo? Et bien, ça a marché hyper bien. Donc, me voici encore. Quand vous avez été nominé pour Rocky de nouveau, est-ce que vous avez rappelé toutes ces personnes qui vous ont dit, bah, ta carrière est finie? Bon, maintenant, je suis au chômage. Eux, ils sont au chômage, mais pas moi. Parlez-nous de Rambo, de Creed, plutôt. Ça a permis à une nouvelle génération d'apprécier Rocky. Oui, je pensais que ça n'allait jamais marcher, je ne voulais même pas le faire. Il a fallu peut-être 1 an et demi. Bon, c'est acceptable, mais c'était un peu un choc. Bon, à l'époque, les gens voulaient que Rocky meure. Et j'ai dit, bah, franchement, je sais pas, peut-être pas. On va trouver autre chose. Et pour finir, ils étaient d'accord avec moi. Donc, il a réalisé ce film, Ryan Coogler, ça a bien marché. Surtout le Creed 2 avec Stephen Caple. Et vous allez en refaire? Ben, moi, j'ai une excellente idée. Je ne sais pas si je vais la faire ou pas, mais j'ai une très bonne idée pour Rocky. Ouais. Et c'est quoi? Entre vous et moi. Je vais vous le dire. Il trouve ce gars qui est illégal, clandestin dans le pays, et voilà. Il y a tout un récit autour. C'est phénoménal. C'est très différent.
Je vous le dis, le plus difficile, c'est comme un magicien. Vous voyez comment il fait les choses, mais vous ne savez pas comment il y parvient. Avec Rocky, on s'est dit, qu'est-ce qu'on peut faire de différent? Mais je vous promets qu'on peut faire quelque chose de différent quand on le jette, on le fait partir du pays, il est déporté et il est obligé de déménager, de vivre dans un autre monde. Les Expendables, de nouveau. La trilogie me fascine. Elle parle de l'obsolescence du concept d'un héros d'action. Comment écrire ce genre de film? Comment ça s'est fait? Comment est-ce que je l'ai écrit? Eh bien, vous allez voir les chanteurs d'il y a 30 ans et vous avez l'impression qu'ils ne sont franchement pas très bons. À l'époque, c'était des stars, mais maintenant, ils ne le sont plus. Ils sont mal habillés. Les choses ont changé. Donc, j'ai invité ma femme à aller au bal de Hollywood et je suis allé voir les Righteous Brothers, mais il y en a un qui est mort, donc il ne reste qu'un seul frère. Et puis, il y a les Young Rascals qui sont devenus de vieux Rascals. Et puis, il y avait d'autres groupes. Et il ne restait plus qu'un parmi les trois. Et ma femme a dit, mais c'est vraiment horrible, c'est lamentable, c'est n'importe quoi. Mais je me suis dit, d'accord, mais pourquoi est-ce que la salle est pleine alors? Je regardais autour de moi et je me suis dit, c'est ça. Vous n'allez pas payer 5 centimes pour voir une de ces personnes-là. Bon, j'exagère un petit peu. Vous le feriez. Mais si je vous dis, je vais vous montrer tout ce que vous aimez le plus depuis votre enfance, je vais vous montrer tous ces gens ensemble, vous allez dire, oui, je vais aller au concert. Il faut absolument que j'y aille. Je ne peux pas rater ça. Donc je me suis dit, je vais faire la même chose, mais avec la musique. Il va y avoir tel ou tel, et puis ils avaient chacun une chanson ou un air très connu. Je vais les réunir tous ensemble et les gens vont y aller par curiosité. Et c'est comme ça que ça s'est passé. J'avais regardé cet horrible concert de musique et c'est à partir de là que j'ai eu cette idée. On ne sait jamais à partir de quoi on va trouver une belle inspiration pour un film. Je me rappelle, il y avait tous ces gens sur la croisette, vous étiez tous ensemble, vous montiez les marches ici pour The Expendables. Et je me suis dit, c'est magnifique, mais en même temps, c'est le héros à l'époque où j'étais adolescent et ils sont plus vieux maintenant. Vous voyez souvent cette réaction-là chez les gens? Oui, vieillir, c'est vrai. Parfois, on a le genou bloqué, on est tous comme des handicapés. Mais bon, ça peut faire partie du récit, de l'histoire aussi, même avec Rambo. Je ne peux pas prendre ma retraite. J'ai eu peut-être une trentaine d'interventions chirurgicales. Je suis comme un homme bionique. J'ai été opéré de l'épaule, du rachis. En fait, il faudrait me mettre un peu d'huile le matin pour que je puisse me lever et marcher. Mais ça fait partie de la chose. Il faut l'accepter. Il faut se dire, oui, voilà, ce sont mes blessures de guerre, il faut faire avec. Je me sens bien. Même si, j'ai plein de problèmes. Bon, c'est sûr qu'on vieillit. Il faut juste l'accepter. Les gens, quand ils me le disent, oui, peut-être je ne suis plus le plus fort ou le plus rapide. Et c'est ça. C'est vrai aussi de Rambo. Je ne suis plus l'homme que j'étais il y a 30 ans avec toutes les cascades qu'il faisait. Mais j'ai ma tête. J'ai beaucoup de connaissances. J'ai ma stratégie. C'est comme les boxeurs plus expérimentés. Un combattant de 35 ans, il a acquis une belle expérience. Il est peut-être en fin de carrière, mais il en sait des choses. Donc, pourquoi choisir quelqu'un de plus jeune? Parce que celui de 35 ans, il sait plein de choses, il a une belle prestance.
Même chose, quand vous êtes plus âgé, vous êtes un homme d'action, il ne faut pas faire semblant d'être plus jeune, sinon le public n'est pas dupe. Donc par rapport à Arnold et d'autres films, est-ce que vous aimez faire de nouvelles choses à partir d'idées anciennes? Il m'a tout volé et il a volé toutes ces idées. Il les a prises chez moi et je lui rappelle de temps en temps. Non, sérieusement, on s'entend super bien. On se déteste, mais on s'aime bien. Et ça, c'est une bonne chose. On a tous besoin d'un bon concurrent. Ça stimule. Et si je n'en avais pas, je le créerais. Je choisirais quelqu'un. J'ai besoin de détester quelqu'un. J'en ai besoin. Ça me stimule. Donc c'est vrai, c'était un peu notre relation parce que lui, il est très compétitif. Plusieurs fois, j'ai dû me dire, bon, ben, c'est pas grave, peu importe. On était vraiment l'un contre l'autre. Maintenant, on est devenus des amis. On n'est plus des ennemis. Franchement, ce n'est pas une plaisanterie. On est devenus amis. Non, sérieusement, il est phénoménal. Je l'aime beaucoup. Il est incroyable. Il est assez dur. Donc, lorsqu'on s'est trouvés réunis avec Escape Plan, on s'est dit, bah, c'est pas mal, mais ça vient 35 ans trop tard. Donc, deux types en prison, etc. Mais on aurait dû le faire bien avant. Mais on n'arrive jamais à se mettre d'accord lorsqu'on s'assoit ensemble. Moi, on se dispute toujours. Moi, j'ai dit, voilà, je veux avoir tel ou tel fusil. Lui, il veut le même. Donc, finalement, on s'est assis ensemble et on s'est dit, bah, franchement, on s'apprécie mutuellement. J'adore son jeu d'acteur. Nous, on travaille bien ensemble. On s'est dit, bon, on va essayer de faire un film. Je me suis dit que l'industrie a tellement changé. L'industrie est devenue presque scientifique à bien des égards. Bon, il y a le streaming, on fait de très belles choses, mais ce grand spectacle, ces très grands films sont quelque chose que j'apprécie beaucoup. Mais maintenant, cette nouvelle technologie, elle est complètement différente. La mentalité a changé. Il faut beaucoup de patience en plus. Et moi, je n'en ai pas du tout. Moi, je veux que les choses se fassent à l'instantané. Ce soir, on va voir les premières images de Rambo The Last Blood. Le film va sortir au mois de septembre, je crois, aux États-Unis. Est-ce que vous voulez nous parler de ce film? Eh bien, il est rentré à la maison à la fin du dernier film. Il rentre à la maison. On voit le nom Rambo sur la boîte aux lettres. Et le nouveau film part de là. Il y a un grand orage vraiment impressionnant et j'essaie de sauver des gens. Tout d'un coup, il y a une inondation subite. Il faut aider les gens et à évacuer la zone. Et puis on voit Rambo à cheval. Et il essaie de sauver les gens parce que lui, il a cette culpabilité en tant que survivant. Il a perdu tant d'amis au Vietnam alors que lui, il a survécu. Il souffre donc du stress post-traumatique et donc il essaie de sauver les gens. Mais c'est dur, c'est compliqué. Il rentre à la maison, il a ce magnifique ranch, mais il vit sous terre. Il y a des kilomètres de tunnels et c'est comme ça qu'il essaie de gérer son dilemme. Il vit littéralement sous terre. Il a ce ranch, mais il était dans un tunnel au Vietnam et il trouve une certaine sécurité, une certaine tranquillité dans ces tunnels. C'est puissant. Et il a une famille adoptive. Il y a donc
quelqu'un qui garde la maison, qui a une petite fille. Rambo, c'est un petit peu comme le père. Il remplace l'image du père. Et cette jeune fille, ensuite, trouve son vrai père et elle veut le retrouver au Mexique. Je lui dis, non, mais s'il te plaît, ne le fais pas. Et malgré ça, elle le fait quand même. Il arrive des choses épouvantables. Et c'est à ce moment-là qu'il lutte contre son stress post-traumatique. Il sait que s'il quitte sa propriété, il va perdre la maîtrise de la situation. Il en a trop peur. Il a peur d'être contrôlé par les événements extérieurs. Et c'est ce qui se passe. Et il y a des choses terribles qui lui arrivent. Bon, c'est assez lourd. Nous, on l'aime, on l'adore, ce film. Et il va y avoir vraiment des événements incroyables dans ce film. A lot of people are getting hurt in this film, boy. Il y a beaucoup de gens qui sont blessés dans ce film. Donc on va laisser la salle poser des questions dans quelques minutes. Monsieur Stallone, votre carrière s'étend désormais sur plus de 40 ans. Vous avez joué dans 60 villes, si je ne me trompe. Vous en avez réalisé 8. Est-ce que vous vous posez la question de ce que vous allez laisser? Je ne me suis jamais demandé ce qu'allait être l'héritage que je laisserai derrière moi. L'héritage, en fait, c'est au public de le décider. Ça dépend de ce que le public pense de vous. On ne peut pas être prétentieux et planifier l'héritage qu'on laissera derrière soi. Je n'ai jamais réfléchi en ces termes. Ou bien on laisse des bonnes choses derrière soi, ou bien ce n'est pas le cas. On va laisser quelques films qui vont survivre. Peut-être que vos enfants préserveront bien tout cela et vous représenteront bien. Mais il ne faut jamais s'arrêter d'avancer, jamais s'arrêter d'avancer, de faire du punching. La vie consiste à avancer jusqu'à ce qu'on ne puisse plus. Les gens me disent « mais t'as plus rien à prouver ». Eh bien non, c'est pas vrai, j'ai encore des choses à prouver, on a toujours des choses à prouver. On this, we have a couple of questions in the audience. Is there mics? Est-ce qu'on a des micros pour le public? Le monsieur là, voilà. Oui. Vous pouvez poser la question en français si vous voulez, je peux traduire. Si c'est... Merci, bonjour. Tout à l'heure, M. Stallone disait que pour le premier Rocky, le caméraman, c'était son premier film. Je voulais lui demander quel souvenir il avait avec Garrett Brown, l'opérateur Steadicam qui a tourné avec lui et dont le Steadicam a été breveté cette année-là, en 1976, par Cinema Products. My question is, what was he listening to for the past hour? Did you understand a word I said for the past hour? Est-ce que vous avez compris un mot que j'ai dit depuis une heure? Non, je plaisante. What memories do you have of Garrett Brown? Quel souvenir avez-vous de Garrett Brown avec la Steadicam? Lorsqu'on a vu Rocky, ils voyaient quelque chose qu'ils ne comprenaient pas bien, parce qu'on avait une chose qui s'appelait la Steadicam. C'était la première ou une des premières fois que c'était utilisé. Et sans savoir ce qui se passait, les gens se disaient « mais comment est-ce qu'il marche si vite dans les rues? Comment est-ce qu'il monte les marches si vite ?» etc. Ça crée quelque chose d'unique pour un film aussi peu cher. Et Gary Brown a fait quelque chose de phénoménal de ce film. Une autre question, juste ici. Tout d'abord, merci beaucoup d'être là. Merci pour d'être en vie et d'exister. Didier a mentionné plusieurs fois un film populaire en Amérique latine, le film intitulé Cobra. Le film Cobra. Le film Cobra.
Cobra, c'est un des films au sujet desquels je me dis, mais si Bruce Springsteen avait un fusil, essayons de mettre les deux choses ensemble. Pour moi, ça aurait pu être une autre série, parce que ce personnage était génial et j'ai l'impression de l'avoir raté. Je pense que c'était un excellent personnage qui pouvait être interprété de différentes manières. J'ai essayé de présenter cela un petit peu comme s'il s'était agi d'une série télévisée, ça aurait pu être pas mal. L'idée est excellente, mais je vous remercie de poser cette question. Right here, third row. If we can have the mic, stand up et levez-vous et parlez fort. The mic is coming. Question d'Italie. Parlons de la nuit des Oscars. C'est un excellent film, mais est-ce qu'au final, puisque Rocky a perdu, est-ce que vous l'avez bien accepté? Est-ce que vous pensez que l'Académie va vous donner un Oscar pour votre carrière dans quelques années? Je n'en sais rien du tout. Est-ce que je suis amer, fâché? Eh bien oui. Non, c'est pas vrai. J'ai l'impression que le personnage de Rocky est proche de la victoire, mais il ne gagne pas à chaque fois. Il continue à essayer d'avancer. Il est plus important que le film réussisse plutôt que des personnes. J'aime bien cette idée de compétition, mais il nous faut 5 acteurs, à moins qu'on ait 5 acteurs qui jouent le même rôle. Comment peut-on savoir qui joue mieux Hamlet, par exemple, de Shakespeare? Si on avait 5 films différents, 5 thèmes différents, lequel est le mieux avec 5 thèmes différents? Ils sont tous bien. Merci, Monsieur Stallone. Merci. Ça va être le dernier Rambo. Rocky prend sa retraite. Alors, qu'est-ce que vous préparez de plus? Par exemple, de la lutte. Vous dites que l'échec rend plus intelligent. Je vais vous expliquer. Si quelqu'un vous dit que vous faire de la lutte, ne vous lancez pas dans le sport qui s'appelle la lutte. Je vous dis qu'on peut se casser les bras avec ça. Mais je vais vous dire quelque chose sur la dernière chose de quelque chose. Je pensais que Rocky 3, ça allait être le dernier. Donc moi, je ne sais rien quant à l'avenir. Si ça marche, je continuerai. Parce que j'apprécie ce que je fais. Et je dois dire que on s'est bien amusé, mais on a pu se blesser aussi. Ces gars-là sont costauds. Mais je ne vois pas les choses comme si j'étais un lutteur. Je vous ai posé une question, je ne veux pas vous mettre mal à l'aise en public. Oui, ça m'est déjà arrivé. Je ne vais pas citer certains acteurs, mais j'ai vu des acteurs vraiment détruire les choses. Encore 2 questions, une ici. Ouais, Didier a évoqué tout à l'heure le film de James Mangold de Copland, où vous livrez une performance inhabituelle. Est-ce que vous ne pensez pas que vos rôles d'action héros pendant des années vous ont empêché d'avoir des propositions de ce style de réalisateurs comme Spielberg, Scorsese ou Coppola, par exemple? Don't you feel that all your action heroes part kind of stopped you from getting proposal for other part, for more interesting part, Copland part, or with director like Scorsese or Spielberg? No, 100%. 100%. Tout à fait. Ça ne fait aucun doute. On est identifié à un genre. C'est pour ça que j'ai fait Copland.
pour montrer que je pouvais faire les deux. À un certain stade, je pouvais faire les deux, mais vous avez tout à fait raison. Je suis identifié à un certain type de rôle et je ne sais pas si je pourrais jouer un avocat. Mais c'est pas grave, je continue à m'améliorer avec ce que je fais, je les laisse faire ce qu'ils font, c'est très bien. Nous n'avons pas de temps pour d'autres questions, donc au nom de tout le public, je vous remercie beaucoup, Sly. Merci à vous tous, je voudrais qu'on remercie très très fort Sly Sylvester Stallone. Et Didier aussi, Didier qu'on peut remercier. Ce soir à 22 h dans la salle Lumière pour l'avant-dernière séance du festival. Et je voudrais remercier très fort Sylvester Stallone.